Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane et Alpha Cuck derrière pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je ne suis pas dans la tête de Théïs Escuffon. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi de partir sur les rapports hommes-femmes. Je ne sais pas quelles sont ses formations par rapport à ça, quelles sont ses lectures. J'ai toujours du mal avec les sources qu'elle donne parce qu'elles sont soit fausses, soit très anciennes, soit mal interprétées. Néanmoins, elle a choisi de partir dans cette direction. À vrai dire, après tout, pourquoi pas ? Le problème, c'est que on a du mal, de la même façon qu'on a du mal avec moi, elle a du mal à cacher son militantisme. Et son militantisme à elle, il est plutôt en faveur d'une virilité un peu fantasmée, un peu ancienne. D'hommes qui vont décider sur les femmes, etc. Vous voyez, ce genre de choses. La différence entre elle et moi, c'est que moi, j'assume complètement ce côté militant. J'assume complètement de présenter des masculinités qui me semblent être des masculinités non toxiques, positives. Et donc, j'ai un parti pris. Évidemment que j'ai un parti pris, je suis militant, j'ai un énorme parti pris. Ma chaîne entière est une chaîne de parti pris, c'est une chaîne militante. Sauf que j'essaie quand même de confronter mes opinions au réel, c'est pour ça que je lis encore des trucs de sciences sociales, de psychologie sociale, etc. Parfois ça va dans le sens de mes opinions, et j'en suis content, parfois ça va pas du tout dans le sens de mes opinions, et ben il faut que je fasse avec. Typiquement, quand on avait fait la série sur les VSS et la façon dont c'était pris en charge en prison, il y a plein de trucs que j'ai lus dedans qui m'ont pas plu. On en a beaucoup parlé dans cette série-là. Le fait que la prison n'était pas si efficace que ça, que plus la peine de prison était élevée et plus les agresseurs avaient des risques de recommencer, que le bracelet électronique n'était pas la solution idéale encore actuellement, que ce qui semblait fonctionner, c'était d'investir de l'argent pour prendre en charge les auteurs de violences conjugales plutôt que les victimes. J'aime autant vous dire que quand j'ai lu ça, ça m'a foutu en rogne, et ça me fout toujours en rogne. Et du coup, je reste militant, mais mon objectif n'est pas de dire c'est faux simplement parce que je milite, mais simplement, voilà, ma position, je la maintiens en disant, ok, je prends note du fait que, vraisemblablement, quand on prend en charge les auteurs, et qu'on met de l'argent pour prendre en charge les auteurs de violences, que ça permet de diminuer légèrement, les risques de récidive. J'aimerais cependant qu'on mette d'abord en place de l'argent, beaucoup, pour permettre aux victimes de violences conjugales d'aller mieux. Qu'on leur paye leurs soins intégralement, que enfin les commissariats soient tous formés, y compris pour les gendarmeries, pour que les plaintes soient faciles. Donc, mais malgré tout, j'ai quand même pris en compte ce truc-là. Et Thaïs, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle va faire une sorte de cherry picking, elle va trouver un ou deux articles, et elle va dire, regardez ce que les articles montrent, regardez ce que la psychologie évolutionniste dit. Et donc, elle va présenter cette façon un peu essentialisante des hommes et des femmes. Il y a 3 types d'hommes, il y a 3 types de femmes. Les relations entre les hommes et les femmes, ça fonctionne comme ça. Les femmes attendent ceci, les hommes attendent cela, etc. Et ça donne finalement des discours qui sont très proches des discours Red Pill, vraiment très proches, à tel point que désormais, en fait, elle ne s'en cache plus. Sa vidéo, elle est, ici, vous pouvez le constater, c'est pas moi qui l'invente, intitulée Red Pill. On y est. Et le problème de la philosophie Red Pill, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'elle mène en fait très vite à la philosophie incel, et que dans la philosophie Red Pill, on a cette idée un petit peu farfelue que ça y est, en fait, le rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes s'est renversé, ce sont les femmes qui ont le pouvoir sur les hommes, c'est une des bases du courant Red Pill, et je trouve ça inquiétant. Salut Méli-Mélo, un immense merci pour tout ce que tu as fait pour moi récemment, très sincèrement. Et donc voilà, on a de nouveau une vidéo de Thaïs sur le sujet, dont le titre est « Pourquoi il faut absolument critiquer les femmes qui font ça ?» Mais vous allez me dire, qui font quoi ? Parce que oui, il y a des choses qu'il faut critiquer. Si jamais, je sais pas, une personne, homme ou femme, secoue son bébé, oui, il faut le critiquer, évidemment. Mais de quoi elle parle ? Eh ben, vous allez le découvrir. Il faut absolument critiquer les femmes qui font quoi ? Eh ben, on regarde. Quand j'aurai cliqué au bon endroit, puisque vraisemblablement, même cliquer sur play, j'y arrive pas du premier coup. Au secours. Merci pour l'abonnement, Ellie. Un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est un séducteur et un playboy. Oui. Les autres hommes veulent être comme lui et les autres femmes veulent être avec lui. Au contraire, alors donc non, moi j'ai pas spécialement envie de ressembler à un mec qui couche avec toutes les femmes, et je suis pas sûr que les femmes veulent coucher avec lui, mais vous allez voir, c'est que l'intro. une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une fille Ah, facile. Curtis, il me provoque là. C'est vrai que Alpha Cuck, il avait mieux cliqué que moi la dernière fois.
imbécile, voire une salope. Les hommes, comme les femmes, la méprisent. Vous avez déjà entendu ce genre de propos dans la vie de tous les jours ou dans les médias. L'idée derrière cette remarque, c'est qu'il y aurait un deux poids deux mesures dans la sexualité. La promiscuité, c'est une qualité pour un homme et un défaut impardonnable pour une femme. On ne jouerait pas à égalité parce qu'il serait glorieux pour un homme de conquérir des femmes, alors qu'il serait honteux pour une femme de se laisser conquérir. Cette idée est très révélatrice, mais pas de la façon dont vous croyez. Et c'est ce qu'on va voir. Et puis surtout, les femmes ne font pas que se laisser conquérir, hein. Ça arrive que des femmes draguent, Thaïs. Ça arrive. Stigmatiser une fille facile, soit parce qu'elle couche au premier encart, soit parce qu'elle vend son corps sur OnlyFans, ça a un nom. On appelle ça le slut-shaming, qu'on pourrait traduire par couvrir les salopes de honte. Je m'excuse par avance pour cette vulgarité, mais que voulez-vous, ce n'est pas moi qui ai choisi le nom de cette pratique. Selon les féministes, le slut-shaming, c'est une injustice ignoble construite par le patriarcat. Depuis... Ah non mais déjà, bon, déjà, on va pas caricaturer les positions, non. Le slut-shaming, c'est pas l'injustice ignoble de partir des choses contre lesquelles il faut lutter. L'injustice ignoble, c'est le viol, c'est les violences conjugales, c'est le féminicide, quoi. Hein. Bon, voilà, ça commence déjà, oui, comme d'habitude, voilà, une sorte d'homme de paille. Ah, les féministes, elles disent que le slut-shaming, c'est très grave. Non, elles considèrent simplement que c'est du sexisme et que, comme toute chose sexiste, ça mériterait qu'on lutte contre. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Depuis la nuit des temps, les hommes se seraient sentis menacés par les femmes à la sexualité libérée. Et donc, ils auraient mis en place le slut-shaming pour discipliner les femmes et les garder bien soumises. Ça, c'est le discours dominant qu'on entend partout. Bon. J'adore, le discours dominant. Bon. Non, le discours féministe n'est pas le discours dominant, hein. Je veux dire, ça se saurait. Oui, c'est le discours dominant de la presse de gauche, peut-être, et encore. Hein, enfin, je veux dire, la presse de gauche, elle n'est pas non plus toujours à l'endroit sur les questions du sexisme. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas le discours dominant, au contraire. Le slut-shaming, je ne sais pas où est-ce qu'elle a entendu que ça avait été créé pour remettre les femmes dans le droit chemin. Non, je pense que c'est simplement une critique des femmes, une critique de leur corps. On ne va jamais les laisser totalement libres de leur corps, puisque à l'inverse du slut-shaming, une femme qui, je sais pas, aurait peu de rapports sexuels, elle sera également mal vue par les hommes. Ils vont considérer, je sais pas, qu'elle est timide, qu'elle est timorée, qu'elle se lâche pas, etc. Une question de contrôle social du corps. Simplement pour dire, ce sont nous, les hommes, qui décidons de si les femmes, oui ou non, disposent normalement de leur corps. Et c'est ça, en fait, le problème du slut-shaming. Je sais pas si c'est réellement utilisé pour que les femmes agissent de telle ou de telle façon. Donc il faudrait le justifier en fait ce propos-là. Les articles pour dénoncer l'injustice du slut-shaming sont d'ailleurs légion. Autant dire que le sujet est sensible. Récemment, j'ai fait un tweet où j'expliquais qu'il y avait du bon dans le slut-shaming et ça n'a pas plu à tout le monde. Aujourd'hui, plus personne n'ose défendre cette pratique. Et c'est justement pour ça qu'il faut en parler. Parce que dans tout ce que je viens de vous dire depuis le début, dans la vision dominante qu'on entend partout sur le slut-shaming, il y a 3 grosses erreurs. Peut-être que vous aussi, vous croyez que le slut-shaming, c'est le mal absolu et que c'est dépassé. Ou alors, vous vous posez simplement des questions sur le sujet. Quoi qu'il en soit, il faut corriger ces 3 erreurs sur le slut-shaming si on veut remettre un peu d'ordre et de bonheur dans les relations romantiques actuelles. Ok, donc la posture de Thaïs, pourquoi pas, c'est de se dire le slut-shaming, et là je la rejoins, elle a raison. Si vous tapez slut-shaming, effectivement, vous allez tomber probablement que sur des articles qui en font la critique, bien évidemment. Et elle se dit, comme n'importe quelle pratique, le slut-shaming, on peut en discuter. Peut-être qu'il y a des choses qu'on comprend mal de ça, mais moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au contraire, je suis tout à fait pour discuter les concepts. Le problème, c'est que dans la vidéo, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ça va être une défense absolue, du coup, de ce concept-là. Mais tous les concepts sont bons à être débattus et défendus. Et du coup, voilà, sa posture, c'est de dire, étant donné que quand on tape slut-shaming, c'est tout le temps pour le dénoncer, bah oui, personne ne dit c'est bien de faire du slut-shaming. En réalité, heureusement que personne ne dit ça. Elle va prendre la position opposée. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça. Merci pour l'abonnement au calme et Macaire. Vous avez été très nombreux à me faire remarquer que la qualité visuelle de mon contenu s'était considérablement améliorée. Alors ça c'est clair que sa qualité d'image est remarquable, hein. Rien à dire par rapport à ça. Ah, je peux faire de l'écho au micro. Stéphane, 6 ans, découvre, bref. Effectivement, en tant que créatrice de contenu, il est très important pour moi de vous proposer de la qualité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la formation montage que j'ai suivie. Elle est proposée par Valek lui-même. Voilà, je voulais juste vous laisser ça. Un petit coucou à Valek. Pendant que j'y suis, j'ai oublié de le dire au début, j'espère que ça va pas me faire sauter du coup mon financement, mais je voudrais remercier, parce que le live est sponsorisé pour une fois, pour la première fois. La fondation pyramidale, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est créée par Paduring, qui est une sorte de grand système pyramidal qui permet aux bourgeois, dont lui et moi faisons évidemment partie, aux grands bourgeois, de continuer à confisquer l'argent des pauvres sans vraiment qu'ils s'en aperçoivent. Et du coup, en fait, il a créé tout ce système pyramidal pour arnaquer les gens, et du coup, je voulais le mettre en avant, puisque moi, je suis plutôt haut dans la pyramide. Donc voilà, je tenais simplement à remercier Paduring pour l'opportunité, c'est vraiment très gentil.
Et en plus de ça, il faut que vous sachiez que je tourne dans un de ces 18 appartements, parce qu'il a acheté 18 appartements pour faire un petit peu de revenus locatifs là. Il fait du revenu locatif, du coup en fait, c'est pas vraiment un marchand de sommeil, mais c'est voilà, il sait que les personnes en situation de détresse sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent, donc en fait voilà, c'est des loyers qui sont quand même un peu chers, et moi il me met ça à ma disposition, donc voilà, merci du coup pour le financement de cette vidéo Paduring, j'apprécie beaucoup. Lui envoyez pas, hein. Longtemps, les études sur les opinions des hommes et des femmes sur la sexualité ont confirmé l'existence de ce deux poids deux mesures dont je vous parlais au début. C'est ce que les chercheurs appellent le SDS, le Sexual Double Standard, le double standard sexuel quoi. Mais en 2023, une équipe de chercheurs norvégiens a voulu vérifier si le SDS était toujours la norme aujourd'hui. J'adore. Il y a des doubles standards. Elle le dit, hein. Toutes les études le disent, mais il y a une équipe de chercheurs norvégiens. Et alors là, j'aime autant vous dire qu'en Norvège, la recherche, ça rigole pas. Vous allez prendre une leçon de recherche. C'est incroyable. Ah, le réchauffement climatique, hein, tout le monde s'accorde à dire. Mais alors, il y a une étude de chercheurs sud-coréens qui est sortie il y a pas longtemps. Accrochez-vous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette étude de chercheurs norvégiens ? Ils ont donc rassemblé 900 participants pour une enquête sur les jugements des personnes sur les comportements de promiscuité. Ils ont atteint plusieurs conclusions, mais la plus importante est celle-ci. Aujourd'hui, ce deux poids deux mesures est mort et enterré. Les participants, et notamment les hommes, ne jugeaient pas les femmes qui avaient eu de nombreux partenaires de façon plus négative que les femmes à qui on posait la question. Au contraire... Bon, d'accord, ok. Je suis allé voir l'étude, en l'occurrence, c'est à peu près ce qu'elle dit. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. La dernière fois, quand on avait fait un debunk, on était un peu affligés de ce qu'elle avait retiré des études. Bon, vous participez à une étude, vous les mecs de main. Et la première question qu'on vous pose, c'est oui, bonjour, dites-moi, est-ce que vous considérez encore que c'est des salopes, les femmes qui couchent avec beaucoup de mecs ? Bon. J'envisage l'existence potentielle d'un biais qui va peut-être vous faire dire, peut-être qu'à cette question, il vaut mieux que je réponde non. Mais bon, passons. Ce qui était mal vu, c'était les hommes qui avaient multiplié les histoires sans lendemain, pas les femmes. Les chercheurs ont fait une autre découverte. La masturbation féminine était mieux considérée que la masturbation masculine. Mais voilà, et le problème c'est que, en fait, il faut quand même se confronter aussi au réel. Sous-entendre, à partir d'une étude de chercheurs norvégiens sur un échantillon de 900 personnes, que la masturbation chez les femmes est mieux perçue que la masturbation chez les hommes, je veux dire, dans quel monde on vit en fait ? Dans quel monde on vit ? Littéralement, l'appareil chez les femmes qui permet la masturbation n'est enseigné à l'école que depuis 2 ou 3 ans seulement. Littéralement, le clitoris est rentré dans les livres de biologie, pas dans tous d'ailleurs, depuis, je sais pas, 2 ou 3 ans, son anatomie réelle, je veux dire, hein, pas simplement le capuchon qui dépasse, quoi. Ensuite, on parle de ça, mais moi je pense qu'il y a encore un tabou extrêmement important au sujet de la masturbation chez les femmes, extrêmement important, qui est considéré un peu comme normal chez les hommes. Il y a qu'à écouter des albums d'Orelsan qui en parlent à longueur de temps, ou les rappeurs qui parlent du mot, je sais pas, se branler en permanence, et voir que dans la culture populaire, c'est pas du tout la même chose de l'autre côté. Il faut aussi confronter ça au réel. Je suis pas du tout sûr que l'étude de chercheurs norvégiens, aussi compétents soient-ils probablement, ait démontré qu'aujourd'hui il y avait un tabou sur la masturbation des hommes et pas sur la masturbation féminine. Il faut rester prudent et ne pas hâtivement généraliser les résultats d'une seule étude. Il n'empêche que si les chercheurs ont bien fait leur travail, alors ils ont mis le doigt sur un véritable retournement dans notre culture. Mais non Thaïs, c'est dommage parce que la phrase commençait bien. Et elle a raison quand elle dit, elle a tout à fait raison, c'est même prudent de sa part quand elle dit il y a une étude, on est un peu prudent, et après de dire oui non mais si elle est sérieuse, alors ils ont quand même mis le doigt sur. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'idée selon laquelle on vivrait dans une époque qui diaboliserait la sexualité féminine est de moins en moins vraie. S'il devait y avoir un deux poids deux mesures, il serait inversé. Et aujourd'hui, c'est plutôt la sexualité masculine qui est accusée. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que ça vous est réellement arrivé dans le chat, les hommes, de subir une forme de slut-shaming renversée ? C'est-à-dire, est-ce que vous lisez un peu partout dans la presse, vous voyez un peu partout dans la culture populaire, dans les séries, dans les films, des injonctions à diminuer votre nombre de partenaires, à ne pas s'y dire. Moi, j'ai l'impression qu'on a tout le temps les mêmes modèles masculins encore dans les séries, dans les films, au contraire. Qu'on a tout le temps ces modèles de grands séducteurs qui vont encore et encore. Il y a une bonne remarque d'Ocarina qui dit on n'a même pas inventé de terme PUTE pour les hommes. Salut Caméléon, avec plaisir. Moi j'ai pas du tout l'impression, donc en fait j'ai l'impression que ça se confronte pas du tout au réel ce qu'elle est en train de nous dire. Donc ça c'était le premier mythe. Donc le premier mythe par rapport au slut shaming, c'est qu'en fait c'est nous les hommes qui sommes shamés quand on a multiplié les partenaires. Bon. Tout le monde le sait, ce sont les hommes qui insultent les filles faciles, alors que les filles, elles, se serrent les coudes contre le patriarcat quoi qu'il arrive. Mais les personnes qui disent que les filles ne font pas de slut shaming,
Les personnes qui l'ont affirmé, Thaïs, sont-elles actuellement avec nous dans cette pièce? Est-ce que vous les voyez actuellement? Elle les voit en bas à droite, effectivement, enfin, de sa droite à elle. Non, évidemment. Enfin, je veux dire, il y a des hommes qui font attention à essayer de pas trop être sexistes. Il y a des femmes qui reproduisent des clichés sexistes. Il y a des hommes qui sont peu virils avec les stéréotypes, comme on l'entend, de la virilité, et des femmes qui performent plus certains stéréotypes de la virilité que les hommes. Enfin, je retrouve de tout. On sait très bien qu'il y a parfois des hommes qui font du shaming, parfois des femmes. Enfin, on le sait. Oui, c'est tout à fait possible, Ellie, en plus de ça. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu décris. Que ça peut participer en plus à une forme de fantasme, ouais. Et c'est faux, le slut-shaming n'est pas le monopole des hommes. Les femmes aussi le pratiquent. Et en tant que femme, je suis bien placée pour le savoir. N'importe quel groupe de filles pourra prononcer les pires erreurs sur une fille dont le body count est trop élevé. Le plus amusant, c'est que les filles faciles méprisent elles-mêmes les autres filles légères. C'est ce qu'a révélé une étude publiée en 2000. Alors, c'est quoi ce machin? Je l'ai pas vérifié, ça. Journal of Social and Personal Relationships. On va faire un truc très simple, d'accord? Vraiment très simple. On va voir déjà si elle est dans la description. Donc, est-ce qu'il s'agit de celle-là? Une étude de 2013. C'est possible que ce soit celle-ci. Oui, j'ai l'impression que c'est celle-là. Donc, elle a bien mis déjà l'article dans les commentaires. C'est un article qui date de 2013, dont je ne vois pas malheureusement la citation. Si on veut avoir une idée du sérieux du journal, on peut toujours aller le chercher sur Internet, voir si c'est un journal peer-reviewed, par exemple, c'est-à-dire avec relecture des pairs, juste pour avoir une idée du sérieux de ce qu'on nous envoie. Donc, là, pour l'instant, il n'est pas précisé. Il n'est pas précisé que c'est peer-reviewed, donc a priori, il y a des chances de penser que ça ne l'est pas. Je pense qu'il l'aurait précisé. Si, peer-reviewed quand même. Donc a priori, le journal est quand même sérieux, c'est écrit là, donc il y a quand même une revue par les pairs. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est taper le nom de cette recherche sur Internet et de voir si c'est une recherche qui a été citée. Si elle a été pas mal citée, mettons, je sais pas, 60, 100 fois, ouais, quand même 71 fois. Donc là, elle a trouvé une étude a priori fiable, ok, dont on peut se dire, si jamais on veut la vérifier, est-ce qu'on a besoin de la vérifier? Oui, a priori, on peut jeter un petit coup d'œil. Si jamais ça avait été publié dans un journal non peer-reviewed ou que ça n'avait jamais été cité, n'allez même pas lire l'étude. L'étude n'est pas fiable. Et donc, qu'est-ce que nous dit cette étude? Donc là, on n'y a pas accès entièrement, malheureusement. Des recherches ont révélé, antérieures, que les personnes sexuellement permissives, parce que ça veut dire, sont jugées plus négativement que leurs pairs non permissifs, ce qui les expose à un risque d'isolement social. Sur la base du principe d'assortiment positif, c'est-à-dire les préférences pour la similitude des attributs dans les relations étroites, ça veut rien dire, la traduction est très moyenne, nous avons examiné si la propre permissivité des participants atténuait les jugements négatifs des autres permissifs dans le contexte de l'amitié homosexuelle. Hein? Attendez, de l'amitié homosexuelle, de quoi il parle? Pourquoi elle nous cite cette étude? C'est la bonne? J'ai la bonne? Oui, Birds of a Feather. Oui, j'ai la bonne. Donc il y a eu 750 étudiants du collégial, ils ont évalué une cible hypothétique de même sexe avec 2 non permissifs ou 20 permissifs anciens partenaires sur 10 résultats pertinents pour l'amitié. Je comprends pas la traduction, je suis désolé. La permissivité des participants a atténué certaines évaluations négatives, cependant les préférences étaient rarement inversées et aucune modération n'a été trouvée dans 5 résultats, ce qui suggère que le rôle de l'assortiment positif basé sur la permissivité c'est un camoulox est limité et que les préoccupations évolutives peuvent prévaloir. Un soutien partiel au double standard sexuel a également été constaté. Bon, alors on va essayer de comprendre un truc de tout ce truc-là. Il semble pas que ça évalue comment les femmes, en tout cas, perçoivent les femmes qui ont des rapports. Là, il parle même d'amitié à plusieurs reprises. On va lire ça tranquillement en anglais et essayer de bien le comprendre. Mais j'ai un petit peu de mal à comprendre, en fait, de quoi ça parle réellement. Parce qu'elle nous dit que l'étude parle de quoi ? Le plus amusant, c'est que les filles faciles méprisent elles-mêmes les autres filles légères. C'est ce qu'a révélé une étude publiée en 2013. On a séparé des participantes en plusieurs groupes avant de leur donner le profil d'une jeune femme fictive nommée Joanne. Dans les 2 groupes, les informations données sur Joanne étaient identiques, à une différence près. Dans un cas, Joanne n'a eu que 2 partenaires, dans l'autre, elle en a eu 20. Or, le groupe de femmes qui a eu la version de Joanne fille facile était beaucoup plus sévère avec elle, la jugeant. D'accord, ça marche. Ok. Faut que je relise ça tranquillement quand même. Je sais pas comment elle y a eu accès entièrement, puisque là, vraisemblablement, ça a l'air payant. J'irai vérifier ça tranquillement.
plus instable émotionnellement et moins compétente que la version avec seulement 2 partenaires. Ce jugement était le même pour les femmes qui, dans leur questionnaire personnel, avaient répondu qu'elles avaient des opinions modernes sur la sexualité et qu'elles avaient elles-mêmes eu un nombre élevé de partenaires. Bref, les filles n'aiment pas les sluts et les autres sluts non plus. J'ai pas compris. Du coup, sur la base de cette étude, qui avait combien 740 participantes, je crois, elle nous dit les filles n'aiment pas les sluts. Non, il y a des jugements qui sont associés à ça. Si on va considérer que Thaïs a bien compris ça, 751 participantes, qu'elle a bien compris l'étude. Ce que dit Thaïs, c'est que cette étude montre que les femmes n'aiment pas les sluts. Non, vraisemblablement, cette étude montre qu'il y a des stéréotypes, qui sont des stéréotypes négatifs, associés au nombre de partenaires. Ça ne veut pas dire que les femmes font plus de sluts, en tout cas pas dans la version qu'elle a compris ou dans la version qu'elle a présentée. Du coup, je me permets juste de remettre le passage parce que j'ai du mal à comprendre en fait où elle veut en venir. Je suis obligé de le réécouter. Le plus amusant, c'est que les filles faciles méprisent elles-mêmes les autres filles légères. Oui, c'est ça ce qu'elle dit. Les filles faciles méprisent les filles légères. Alors que de ce qu'elle présente, encore une fois, de ce qu'elle en a compris, non, c'est pas tout à fait ça. Elles associent au fait d'avoir eu beaucoup de partenaires sexuels le fait d'être instable émotionnellement. Ce qui, en plus de ça, a priori, est pas forcément idiot. Si moi je vous disais, je sais pas, c'est complètement fictif évidemment, que j'ai eu 451 relations minimum, pour ceux qui ont la ref, dans ma vie, bah, vous vous diriez probablement, sans vouloir forcément me slut-shamer, bah, il est peut-être pas très stable dans ses relations. Finalement, c'est finalement ça ce qu'il aurait fallu simplement conclure. Une étude publiée en 2013. On a séparé des participants 457, j'ai raté ma propre ref, merci. En plusieurs groupes avant de leur donner le profil d'une jeune femme fictive nommée Joanne. Dans les 2 groupes, les informations données sur Joanne étaient identiques, à une différence près. Dans un cas, Joanne n'a eu que 2 partenaires, dans l'autre, elle en a eu 20. Or, le groupe de femmes qui a eu la version de Joanne fille facile était beaucoup plus sévère avec elle, la jugeant plus instable émotionnellement et moins compétente que la et moins compétente. Et là, il y a un truc effectivement qui est étonnant, c'est alors plus instable, on peut comprendre pourquoi on considère que quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels serait moins stable dans ses relations que d'autres, pourquoi pas. Moi, ça me semble de toute façon un cliché, il faut toujours faire attention, on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas la qualité des relations dans lesquelles ils ont été, etc. Moins compétente, c'est surprenant, effectivement. Pourquoi, dans ce corpus de 751 étudiantes, certaines ont considéré que la compétence pouvait être corrélée avec le nombre de partenaires. Ça ne veut pas dire, comme elle le dit après, que l'étude montre que les femmes font du slut-shaming. La version avec seulement 2 partenaires. Ce jugement était le même pour les femmes qui, dans leur questionnaire personnel, avaient répondu qu'elles avaient des opinions modernes sur la sexualité et qu'elles avaient elles-mêmes eu un nombre élevé de partenaires. Bref, les filles n'aiment pas les sluts et les autres sluts non plus. D'accord. Je vois pas comment elle a pu sauter à cette conclusion. Passons. C'est un moyen de contrôle social. C'est un ciment qui s'assure que les gens ne font pas n'importe quoi parce qu'ils sont attachés à l'opinion que les autres vont avoir sur eux. Si vous avez la réputation d'être un arnaqueur, plus personne ne voudra faire d'affaires avec vous. C'est très bien puisque ça évitera à d'autres gens de se faire arnaquer. Le slut-shaming, c'est la même chose. C'est un mécanisme de réputation qui permet de réguler les comportements. Voilà ce qu'en dit Chris Williamson, un YouTuber américain. Female promise... Attendez. Celle-là, elle vient de dropper un Pokémon là. Chris Williamson. Parce que qui est Chris Williamson ? Parce que si ça se trouve, effectivement, il a un PhD, il est spécialiste des relations entre les femmes et les hommes, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, il est producteur de podcasts, il est sur YouTube, c'est une personnalité de la télévision, il est apparu dans la série L'île de la tentation, Love Island, j'imagine que c'est un truc comme ça, depuis 2018. Il a un podcast qui s'appelle La sagesse moderne, qui a été téléchargé 80 millions de fois, félicitations. Il est né par là, on s'en fiche un peu, il était très bon au cricket quand c'était un enfant. Félicitations. Je ne connais pas du tout les règles du cricket, mais c'est sûrement très difficile. Pendant qu'il a étudié à Newcastle University, il a commencé une carrière de promotion de nightclub, très bien. Il a participé à plein de trucs à la télé, dans Modern Wisdom, de quoi il parle, de leçons de vie venant des personnes les plus intelligentes de la planète. Et bah voilà, sachez-le, Paduring n'y est jamais allé. Donc après, vous en interprétez ce que vous voulez. Mais tous les gens les plus intelligents de la planète sont passés à Modern Wisdom et pas Paduring. Alors, hein? Les gens vont vraiment finir par croire qu'on est en rivalité. Il parle de beaucoup de choses, de politique, de philosophie, de science, de ses hobbies, avec beaucoup d'invités comme Jordan Peterson. Voilà. Ah, Neil deGrasse Tyson, quand même, c'est pas n'importe qui. Ces gens-là, je ne sais pas qui c'est. Ces gens-là, je ne sais pas de qui il s'agit. Bon, d'accord, ok. Ça marche. Donc, a priori, il a rien à voir avec... en tout cas, il semblerait que
n'est pas grand-chose, il n'est pas passé de trucs de psycho, il n'est pas étudié, il n'est pas enfin. Mais qu'est-ce qui donc la promiscuité féminine? Promiscuity has a tragedy of the commons effect in the mating market. If one woman offers blowjobs on the second date, it's harder for other women to keep them in reserve until the fourth date as their special treat. Attendez, ça va un peu vite avec les sous-titres pour les personnes qui les lisent mal. Il dit c'est une catastrophe, hein, les filles faciles, parce que s'il y en a une qui suce au deuxième rendez-vous, je sais pas quoi. Offers blowjobs on the second date, it's harder for other women to keep them in reserve. Il est plus dur pour les autres femmes de les garder en réserve. Bien. Until the fourth date as their special treat. Ah voilà, on peut pas. Du coup, le mec il va considérer que si au quatrième rendez-vous il s'est toujours rien passé, c'est pas normal à cause de celle qui a fait ça au deuxième rendez-vous. Bon, d'accord. Ça paraît assez idiot. This creates a downward spiral of young women feeling like they have to offer more sex to more guys just to stay in the mating game. Thus, slut shaming is a way of enforcing a more restrained sexual norm on other women, so that not all women have to become more promiscuous than any one of them would like. Ça marche, j'ai compris. Je sais exactement comment ça s'appelle. Alors, dans notre jargon, si vous avez besoin d'explications sur ce que je vais dire, n'hésitez pas à me dire si j'utilise un jargon un petit peu trop compliqué là pour expliquer ce qu'il vient de dire. On appelle ça un maxi foutage de gueule. Donc voilà, donc en fait, le slut shaming, c'est nécessaire. Parce que du coup, s'il y a des femmes qui vont trop vite au niveau des rapports sexuels, celles qui ont besoin de plus de temps pour avoir leur premier rapport sexuel dans une relation, eh ben en fait, elles perdent leur place sur le marché de la relation parce que les mecs, ils veulent des filles qui couchent rapidement, ok? Et donc en fait, c'est un peu pour leur bien, le slut shaming. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissiez ce terme? Je ne sais pas si vous l'aviez. Non, mais attendez. Je veux dire, c'est pas sérieux. On peut pas faire une vidéo avec ça comme argument, quoi. Ah bah si, c'est ce qu'on est en train de regarder. Autre terme, le slut-shaming empêche que la société ne se transforme en orgie permanente, ce qui permet entre autres de former des relations basées sur autre chose. Et une fille qui a un rapport sexuel au deuxième soir, déjà ça veut dire que le mec a eu son rapport sexuel au deuxième soir, donc ce serait bien que on rappelle aussi que ça va dans les deux sens, et puis surtout, bah, c'est pas parce qu'elle a couché le deuxième soir qu'on est dans une orgie permanente. La panique de tous les côtés. Les femmes maintenant elles couchent au deuxième rendez-vous, c'est l'orgie permanente. Un peu d'ASMR pour les rassurer. Que la gratification sexuelle. En bref, c'est un mécanisme qui permet à la famille de se former. Une femme doit cultiver d'autres qualités que sa simple attirance physique pour séduire, et un homme... Ah, donc en plus de ça, merci beaucoup d'être allé jeter un coup d'œil. On a Champipige qui nous dit, pour l'étude qu'elle citait, d'après ce que je comprends de l'abstract en anglais, il dit simplement que le fait d'être soi-même permissif, donc d'avoir soi-même beaucoup de partenaires sexuels, n'atténue qu'au mieux légèrement la mauvaise opinion vis-à-vis des autres personnes permissives. Ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup. Doit apprendre à rechercher autre chose chez une femme que la simple récompense physique. Quand on dépasse le stade... Je suis entièrement d'accord, Thaïs, avec ça. Effectivement, c'est une vraie critique, une partie de la virilité que je fais, je suis content de l'entendre dire. Effectivement, il faudrait aussi que les mecs s'intéressent à autre chose que simplement le rapport sexuel avec les femmes. Là-dessus, on est d'accord, Thaïs. Seulement physique, on peut penser à s'engager ensemble. Donc oui, la société impose une forme de contrôle sur les comportements féminins. Et là aussi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, figurez-vous, ça fait 2 fois d'affilée. Effectivement, il y a d'autres formes de relations que simplement des relations basées sur le sexe. Et elle a pris quelques exemples où elle montrait des couples qui partaient en vacances, qui faisaient des câlins tout tendres, et c'est aussi des modèles de relations qu'il faut mettre en avant. Le sexe n'est pas censé être obligatoire, ou j'en sais rien, quoi. Ou faire partie des obligations qu'une femme doit donner au mec. Là-dessus encore, je suis assez d'accord avec elle. Mais parce que c'est utile, et notamment pour les femmes elles-mêmes, qui supportent très mal d'être réduites à de simples objets sexuels. Si le slut-shaming venait à disparaître, on n'assisterait pas à l'avènement d'une nouvelle société libérée, où les femmes seraient émancipées de la simple condition d'objet sexuel que les hommes forcent sur elles. Ce serait exactement le contraire. Mais il ne faut pas croire que... Mais moi je ne suis pas sûr, en revanche, que le slut-shaming modifie les comportements de qui que ce soit. Je pense simplement que les comportements simplement sont plus secrets. Si vous êtes, vous êtes au travail et vous savez que vous avez des collègues, hommes ou femmes, peu importe, qui font des remarques extrêmement dégradantes aux personnes qui ont eu des rapports sexuels, vous, quand vous en aurez, vous n'en parlerez pas. Je ne suis absolument pas certain que ça diminuerait quoi que ce soit. C'est pas un truc de contrôle social, le slut-shaming, c'est juste du sexisme. Parce qu'il n'existe pas pour les hommes, ça c'est un truc... Merci pour l'abonnement Twinkless, sois les bienvenus sur la chaîne. Et c'est un truc qu'il faut toujours qu'on garde à l'esprit. Ce truc-là, s'il est appliqué que sur les femmes et qu'il n'est pas appliqué sur les hommes, pourquoi ? Et si ça vise à, contrôler le corps, à normaliser, certains comportements chez les femmes et pas chez les hommes, a priori c'est du sexisme. Ce genre de mécanisme ne s'applique qu'aux femmes. La même chose existe pour les hommes, non pas sur le plan sexuel, mais sur le plan économique et relationnel. C'est ce que Chris Williamson appelle le simp shaming. Male resource... Non mais enfin, une personne qui utilise le mot simp n'est pas sérieuse pour parler de psychologie sociale.
Non, il faut arrêter. Moi, je veux bien qu'on écoute ce qu'il a à dire. Donc, il dit l'investissement de ressources par les Commitment has hommes. a tragedy of the commons effect in the Tragédie. mating market. If one man offers gifts and resources by the second Ah oui, d'accord. Donc, lui, il dit les mecs qui vont offrir un cadeau au deuxième rendez-vous, j'ai compris en avance, il va faire de la concurrence aux mecs qui offriraient un cadeau qu'au quatrième rendez-vous. date, it's harder for the other men to keep them in reserve until the fourth date as their special treat. This creates a downward spiral of young men feeling like they have to offer more and more gifts to more and more women just to stay in the mating game. Thus, simp shaming is a way of enforcing a more restrained resource-giving norm on other men so that not all men have to become more resource-committed than any of them would like. Similarly, this explains why men are mostly the enforcers of simp shaming, because men have an incentive to stop simps from cheapening the value of all men's resources. If women give sex without commitment, it cheapens the value of sex. If men give resources or commitment without sex, it cheapens the value of resources and commitment. En bref, Bon, on est vraiment dans une vision ultra capitaliste des corps. On parle de ressources, on parle de valeurs. Le sim shaming, je suis désolé, moi quand j'entends du sim shaming de la part de tous les coachs en séduction à gauche à droite, y compris de qui vous savez, non, j'ai pas du tout l'impression que l'objectif ce soit de faire en sorte que eux ils soient encore compétitifs sur le marché de la relation. C'est simplement du virilisme à la con, quoi. Merci pour l'abonnement Colérica, soyez la bienvenue sur la chaîne. chaque homme et chaque femme font partie de leur équipe respective. Et nos comportements individuels ont des conséquences sur tous les autres membres de l'équipe. Le slut-shaming et le simp-shaming sont des façons d'éviter la concurrence déloyale. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Thaïs. On fait partie un peu des mêmes équipes, donc on appelle ça des endogroupes en sociaux. Et donc, pour que les femmes obtiennent plus de droits, elles auraient plutôt besoin que tu les soutiennes, en fait, dans les combats féministes. Plutôt que tu sois systématiquement à contre-courant de tout ce que le féminisme propose, pour reprendre ton analogie. Salut, c'est Rianne. Merci le Davidou pour l'abonnement offert à Prospero. Merci beaucoup le Davidou. En évitant que les hommes en mal de sexe et les femmes en mal de relation ne cassent les prix Les hommes en mal de sexe et les femmes en mal de relation. J'ai rien que là, il y a un problème, quoi. pour tout le monde. Et c'est pour ça que je défends le slut-shaming. C'est une façon de limiter le pouvoir des filles faciles et surtout, à notre époque, des princesses surpuissantes d'OnlyFans. Ces filles luttent contre le... Les princesses surpuissantes d'OnlyFans, non, elle a aucune réalité de ce que c'est qu'OnlyFans, hein. Je crois qu'elle touche moins de 400 €. Il y a énormément de témoignages qui sont sortis de violences qu'elles reçoivent, d'injonctions, ça va toujours plus loin, de violences physiques qu'elles peuvent subir, de viols parfois. Non, je veux dire, stop, quoi. Les princesses d'OnlyFans, c'est incroyable. Slut-shaming parce que c'est une attaque directe contre leur business, qui fonctionne sur la frustration masculine. Merci pour l'abonnement, Powerhead, c'est très gentil. Sois le bienvenue sur la chaîne. Et c'est justement pour ça qu'elles méritent qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Des allumeuses qui s'enrichissent sur la misère masculine et qui polluent les attentes que les hommes ont dans les femmes de leur quotidien. Elles rendent le jeu impossible à jour pour tout Salut Pandemonium, très joli pseudo. le monde. Et merci pour l'abonnement Petricor. Que se passe-t-il? Comment ça se fait que j'ai plein de nouvelles personnes? J'ai été présenté par quelqu'un, très gentiment. Hommes et femmes. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des messages qui m'ont accusé parce que j'ai défendu le principe du slut-shaming, de valider les comportements d'ultra-violence envers de jeunes filles qui finissent poignardées ou brûlées vives par les garçons de... Alors Thaïs, permets-moi pour le coup, et c'est très sincère, de prendre la défense. C'est-à-dire que si, du fait que tu aies dit sur Twitter, je pense que dans le slut-shaming, il y a des choses intéressantes, comme tu viens de le dire, on est évidemment en désaccord profond là-dessus, mais tu as le droit de tenir ces positions-là, j'ai le droit de tenir les miennes. Si on t'a dit donc... tu défends le fait que des femmes se soient fait brûler vives, c'est stupide. Aucun problème, c'est absolument stupide. Il n'y a pas de souci. Maintenant, un truc que je tiens à dire par rapport à ça, c'est que avant que tu as pris un exemple, je ne vais même pas la citer tellement c'est triste. Il y a eu du slut-shaming. Ça a fait partie de la violence qu'elle a pu subir, le slut-shaming, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui avait été violée, qui a subi du slut-shaming par rapport à ça, puis du harcèlement. Et donc, ça a participé finalement à toute la chaîne de violence, à toute la pyramide de violence que cette pauvre jeune fille a subie. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait te dire. C'est pas dire, si tu dis que le slut-shaming c'est bien, alors tu défends des filles qui sont fait brûler vives. Évidemment, c'est stupide. C'est une attaque qui n'a pas lieu d'être et ça n'a pas du tout de sens de parler de ce genre de choses. Mais en revanche, on peut quand même te rappeler que le slut-shaming a fait partie de cette pyramide de violence que cette jeune femme malheureusement a subi dans sa vie. Et qu'au nom de ça, ça mériterait qu'on lutte contre. de leur entourage parce qu'elles se seraient comportées. Attendez, il y a un message qui me plaît pas dans le chat là. Qui me plaît vraiment pas là. Ah, vous l'avez retiré, merci beaucoup. Merci beaucoup, Memodo. Ouais, il y a un message qui m'a pas plu, on a vu le même, je pense. Merci de l'avoir retiré. Comme des sluts. Cette jeune demoiselle s'est lancée dans un petit fil Twitter autour de la notion de slut-shaming. Mais se laisser aller au slut-shaming peut conduire à des drames. L'affaire Shaina et différents épisodes de harcèlement se sont basés sur ce type de rumeurs populaires. C'est du n'importe quoi absolu. Je ne supporte pas les gens qui parlent au cinéma et je suis sûre que vous, c'est pareil. Est-ce que ça veut dire que vous voulez torturer? Moi j'aime bien quand c'est les acteurs, parce que sinon le film est muet et je trouve que c'est un petit peu long. Mais après, si c'est pas les acteurs, j'aime pas quand c'est les autres qui parlent au cinéma.
ces gens avant de les mettre à mort? Évidemment que non. Vous demandez à ce qu'ils sortent de la salle, ou au mieux qu'ils n'y rentrent jamais. Pour la promiscuité féminine, c'est pareil. Il faut limiter ce comportement, ce qui ne donne pas l'autorisation de se... Mais pourquoi Thaïs? Pourquoi limiter la promiscuité féminine et pourquoi pas la promiscuité masculine? Pourquoi est-ce qu'il faut encore une vidéo contre les femmes du coup? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Salut Wifka, on va en parler juste après justement. Je vois pas ce que tu veux dire en fait. Merci pour l'abonnement Marie-Bélème, sois la bienvenue sur la chaîne. Et Altérisateur également, sois le bienvenu sur la chaîne. Se comporter comme un barbare. Je suis pour la réhabilitation des mécanismes de réputation, pas pour la transformation du pays en jungle sauvage. Et à côté de ça, je ferai remarquer que ces histoires se produisent le plus souvent dans les cités ou les collèges et lycées. Non, mais attends, là, on arrête, là, elle a desserré le frein à main, elle est repartie sur ces trucs. Non, c'est pas vrai. Le slut-shaming, c'est pas un truc de cité. Voilà, faut arrêter. Alors peut-être effectivement que si on fait un micro-trottoir, on voit que c'est je sais pas, des filles de cité qui sont concernées, mais si je te fais un micro-trottoir au lycée Stanislas, ce sera la même chose. Si je te fais un micro-trottoir à HEC, ce sera la même chose. Donc en fait non, on arrête tout de suite. Le shaming, c'est pas du tout une question de cité, c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a des micro-trottoirs, ils sont faits toujours au même endroit. Donc voilà, là par contre on ouvre les yeux. La problématique de l'agression sexuelle n'est pas une problématique liée à l'immigration. Une problématique liée au rapport de pouvoir. Les agresseurs, ce sont les personnes qui sont en proximité avec vous. N'oubliez jamais que dans la grande majorité des cas, une victime connaissait son agresseur. C'est quelqu'un de la famille, c'est un conjoint, c'est un ami, c'est un dépositaire de l'autorité, comme un policier, un pompier, un chef scout, un membre de l'église, etc. C'est ça la problématique qu'il y a avec l'agression sexuelle. C'est pas du tout une question d'immigration, je vous le dis. Banlieue. Pas la peine d'en dire plus, mais ce ne sont pas les mœurs du peuple français et des Européens en général. Le slut-shaming, c'est pas les mœurs du peuple français. Mais tu fais une vidéo pour expliquer qu'il faut le redire. Le slut-shaming, il faut remettre du slut-shaming, mais c'est pas un truc de français. Je ne comprends rien. Il y a une conclusion. Bon, on va pas la regarder. À la place, on va regarder ce petit coquin de Paduring. Alors, Paduring, pique mon travail? On fait les vidéos à ma place? Eh ben vous allez voir, on va bien le remettre à sa place, le camarade Paduring. Non, pas du tout. C'est vachement bien ce qu'il dit en plus. C'est limite mieux que ce que moi je dis sur la chaîne. C'est catastrophique. Ce mec-là, il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. C'est lui qui présente le fou allié dans un an. Non, c'est très bien ce qu'il dit. C'est vraiment très bien ce qu'il dit. Une fois qu'on aura fait ça, avant de passer au truc de vacances, j'ai profité de la présence de Yakov pour vous montrer du coup ce qu'il m'a envoyé tout à l'heure, parce que ça fera le lien vers un entretien qu'on aura un petit peu plus tard. Donc, voilà Paduring ici, avec la guitare qui n'est pas une vraie guitare, c'est un sticker posé au mur, il ne sait pas du tout jouer de la guitare. Non, le mec c'est pas un Tchad non plus, faut arrêter de déconner. Arrêtez avec Paduring, ça suffit, je veux plus entendre parler de Paduring. Je peux pas le mettre en accéléré? Non mais attendez, non. Ah si, voilà, allez. Salut Padu. Ah, j'ai encore raté. Thaïs Descuffon nous sort une énième disaster class. Vous allez voir, les droitards aiment bien critiquer les Arabes, les musulmans, en nous disant qu'ils vivent comme au Moyen-Âge. Mais ils aiment bien aussi, dans une sorte de paradoxe total, eux-mêmes avoir des valeurs comme ça du Moyen-Âge et des valeurs tradies, mais vraiment à la con, quoi. Et donc, du coup, il y a Marguerite Stern qui a réussi à venir clasher Thaïs. Alors, on avait déjà vu que Thaïs et Marguerite Stern, ça allait pas trop parce que Marguerite Stern était rentrée dedans. En fait, elle était rentrée dans le compte fake de Thaïs Descuffon qui est Thaïs Descuffion. On avait fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez aller voir, vous tapez Thaïs Descuffion, pas du stream, vous allez trouver. Et là, donc, Marguerite Stern arrive encore à se braquer. Alors, bon, Marguerite Stern, c'est quand même pas la féministe la plus à gauche, quoi. Ce que nous dit Thaïs, certes, c'est ça. Le slut-shaming est un mécanisme de réputation redoutablement efficace qui a été utilisé pendant des siècles pour inciter les femmes à être fidèles et se comporter correctement. 267 000 vues, ce tweet. Aïe. Bon. N'en aurait-on pas besoin plus que jamais? La meuf revendique le slut-shaming. Voilà, c'est toutes des putes sauf maman. Juger les comportements déviants, les pointer du doigt sans moquer, c'est tout ce qu'il devrait y avoir de plus normal. Déviant. Ah. Non, voilà, si vous avez une sexualité pas que procréative, vous avez un comportement déviant. Très bien, vous voyez, il met le doigt là-dessus. Je savais pas qu'il le faisait, mais c'est bien. C'est très humain. Et ce sont d'ailleurs les femmes qui l'utilisaient plus que tous les autres. C'est trop marrant, surtout quand t'as un petit peu les histoires que t'entends, comme ça, sur les backstage des droitards, comment ils se comportent avec les meufs. Tu te dis, ouais, c'est un petit peu étonnant quoi, comme truc. Et du coup, il y a Marguerite Stern qui nous lâche un espèce de pavé César en réponse à Thaïs. Le pavé César?
En plus, il a de l'humour. Bah, il ira loin. Vous allez voir, ce mec-là, à mon avis, dans un an, pas du ring, il dépasse les 1000 abonnés, je pense. Facile. Il nous dit, cher Thaïs, 1. Les hommes sont davantage infidèles que les femmes. Différentes sources statistiques le disent. Basé, Marguerite Stern, elle a raison. Vous expliquez, voilà, les femmes c'est des putes, je sais pas quoi, elles sont infidèles. Non, en réalité, c'est plus les hommes que les femmes. 2. Je n'ai pas de statistiques, mais je pense que dans les relations sexuelles amoureuses, les hommes se comportent beaucoup plus mal que les femmes. J'en sais rien, mais ça peut s'entendre. 2. Je sais que tu as lu L'animal moral de Wright. Perso, je n'en suis qu'à la 97e page. Pourquoi c'est précis comme ça, encore un truc fake pour l'instant, donc je ne vais pas jouer à la spécialiste, mais tout au début du livre, il explique que selon lui, la multiplication des partenaires chez les hommes est due au fait que naturellement, les gamètes sont moins rares, donc précieuses. Aïe, 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 aïe. Donc là, on tombe, malheureusement, bah voilà. Je veux pas trop parler d'elle pour des raisons personnelles, mais dans l'essentialisme dans lequel elle est tombée récemment, malheureusement Marguerite, à savoir, voilà, les hommes, ils sont comme ça, ils ont des comportements comme ça parce qu'ils font plus de gamètes. Ce truc-là, c'est un truc qui est affirmé à gauche, à droite. Ça n'a évidemment jamais été confirmé nulle part. Les comportements sexuels masculins sont différents d'une culture à une autre avec les femmes, ce qui montre bien qu'on peut pas essentialiser les comportements sexuels des hommes à juste, ils ont plus de gamètes. Les femmes ne pouvant se reproduire qu'une fois par an. Ainsi que leur taux de testostérone largement plus bas, ont un appétit sexuel moins important que... J'aime pas trop les explications biologiques comme ça, sorties de nulle part par quelqu'un qui est pas très scientifique, j'y crois un peu moyen à son truc, à nous expliquer voilà, que les femmes ont pas d'appétit sexuel, c'est souvent des trucs qu'on entend, pour l'impression que ce soit particulièrement vrai. Et les hommes peuvent se reproduire des centaines de fois et ont beaucoup de testostérone. Ouais, si tu veux. Les hommes peuvent se reproduire des centaines de fois, oui, c'est pas eux qui portent les enfants, mais je vois pas pourquoi, s'ils ont plus de testostérone, ils vont avoir beaucoup plus d'appétit sexuel, oui. Peut-être, encore une fois, peut-être ma faute, mais sauf que les femmes aussi ont un appétit sexuel qui peut varier selon les individus, comme les hommes, quoi. On parle ici de nature et de culture. J'énonce des pistes de réflexion de base pour expliquer la différence des comportements sexuels entre femmes et hommes et l'écart entre les infidélités. Je ne suis pas pour montrer du doigt des comportements individuels ni le comportement d'une partie de la population lorsque ces comportements, même si hors normes, ne laissent personne. Si toi, tu es pour montrer du doigt les comportements considérés comme déviants, alors pourquoi ne pas commencer par asshole shamer les hommes infidèles qui sont bien plus nombreux que les femmes infidèles. C'est voilà, pourquoi est-ce que tu... Oui, elle a raison. En plus, là-dessus, Marguerite a entièrement raison. Hein. Je veux dire, pourquoi choisir encore une fois comme cible les femmes alors qu'elle pourrait tout à fait très bien choisir les hommes et leur infidélité. Ah non, mais j'oubliais, les hommes, c'est normal qu'ils soient infidèles, c'est dans leur biologie parce qu'ils ont des gamètes. On ne commence pas par montrer les hommes infidèles, mais sauf qu'en fait, les hommes infidèles, le fait de critiquer les femmes... les gamètes, c'est... Non, il n'y a aucun souci, pandémonium. Chez les hommes, c'est les spermatozoïdes, et chez les femmes, c'est les ovules, tout simplement. Hein. Ce sont les petits organismes qui nous permettent de nous reproduire, tout simplement. C'est ça, les gamètes. Hein. Les gamètes mâles sont les spermatozoïdes, les gamètes femelles, ce sont les ovules, tout simplement. C'est ce qui plaît au public de simp et d'incel qui suivent. Alors c'est sûr que si on ne connaît pas Paduring et qu'on l'entend là, on pourrait penser qu'il est de gauche, effectivement. J'adore quand tout le monde se met sur lui. Ah, bah c'est très gentil, merci Powerhead d'être passé. Bah, tu as entièrement raison, c'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, donc bien sûr assumée d'extrême droite, évidemment. Et comme beaucoup de personnes à l'extrême droite, elle est essentialiste. Tu as entièrement raison. Et donc, quand elle va avoir un discours sur les rapports hommes-femmes, comme on l'a vu dans la vidéo qu'on a analysée là tout à l'heure, tu auras le replay demain sur la chaîne si tu veux entendre ce qu'on en a dit. C'est pas qu'elle va dire que des bêtises, parce que c'est pas vrai, elle dit pas que des bêtises, des choses qui sont intéressantes dans ce qu'elle dit. Mais c'est que ces critiques sont basées du coup sur une vision essentialiste des hommes et des femmes. Les hommes sont, les femmes sont de tout temps, etc. Et donc ça renie énormément de paramètres, et ça renie en particulier les déterminismes sociaux, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Thaïs en fait. La gamette des rois de Jean-Marc, très bien. Et ça fait ça pour viser ces mecs-là. Donc elle va pas commencer à les critiquer. Elle est là pour dire regardez les femmes, c'est toutes des putes, machin. Il faut remettre du slut shaming. Elle a très bien compris en fait comment ça marchait. Et donc Marguerite là, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau quoi. C'est ouf d'en être à un niveau où Marguerite. Ouais, mais au moins Marguerite répond à Thaïs. Et puis Marguerite, on est à titre personnel. Pardon, je ne parle que pour moi. Je suis quand même d'accord. Je suis quand même en désaccord systématique avec ses prises de position depuis un moment. Là-dessus, elle a raison quoi. Son tweet, il est très bon, je trouve. Bon, j'aimerais qu'il n'y ait pas tout ce truc d'essentialisation avec la testostérone aussi qu'elle fait, en affirmant que c'est la testostérone qui fait que les hommes se comportent comme ça, mais en attendant, elle lui répond, quoi. Elle répond à Thaïs, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, non, c'est bien qu'elle lui ait répondu. Ça peut te remettre à ta place par la gauche. Bon, elle utilisait des trucs biologisants un peu bidons. Ça fait penser d'ailleurs, quand Engels y parle de la monogamie. Alors Engels, du coup, le co-auteur du manifeste avec Marx, hein. Et il dit qu'en gros, les rapports monogames sont engendrés par le fait d'avoir une propriété
Donc avoir une espèce de système productif basé sur le couple monogame où la propriété du coup va être donnée aux enfants. Parce que si on est polygame, qu'il y a Merci pour l'abonnement, Tortue Génial. plein de meufs qui vont avec plein de mecs et tout, on sait plus à qui sont les enfants et donc du coup c'est plus compliqué de faire une lignée d'héritage. Donc il dit ça et il a une phrase qui est marrante. Il dit Excuse-moi, Powerhead. En fait, la petite histoire. Paduring immense s'apprécie très sincèrement, on s'écrit souvent, etc. Bien sûr qu'il est de gauche, hein, il est pur marxiste. Du coup, c'est simplement la vanne, de temps en temps, dans ses vidéos, il m'envoie une petite vanne, genre, je sais pas, j'assigne le fou allié au tribunal, ce genre de choses. Voilà, c'est juste comme ça que ça fonctionne entre lui et moi, c'est la bromance totale. Donc bien sûr qu'il est de gauche, ce mec-là. la monogamie, 3 petits points. La gauche macroniste, hein. Il va vraiment finir par me détester. Pour les femmes. Il dit en gros que la monogamie, c'est un truc qui a été instauré pour contrôler et savoir de qui est le père de l'enfant qu'une femme porte, quoi. Et donc il dit que la monogamie, en fait, c'est un truc qui a toujours été vrai, mais pour les femmes, quoi. Et qu'en gros, chez les petits bourgeois, l'homme, ça a toujours été plus ou moins sous-entendu que, bon, il était monogame, mais s'il allait avec la servante, il n'y avait pas trop de soucis, quoi. Je trouvais ça assez marrant, sa phrase. Et bah, basé, Paduring, très bien. C'est top qu'il en ait parlé. Voilà, ceci clôt le premier chapitre de notre live ce soir. Mais j'espère que ça vous a plu sur YouTube. Je vous souhaite de prendre soin de vous et nous, évidemment, on continue ensemble.